Ton père est un idiot et dans 5 ans, il suppliera pour obtenir ton pardon. Ce furent les premiers mots qu'il m'a adressés. J'étais assis sur un banc métallique froid à l'aéroport de Rome FCO. Mon visage était mouillé de larmes que je ne pouvais arrêter. Mes poches étaient vides, à l'exception de 12 $ et de quelques pièces de monnaie dans une devise que je ne comprenais pas. Ma famille venait de s'éloigner de moi, disparaissant par la sécurité avec leurs cartes d'embarquement, leurs bagages assortis et leur certitude absolue qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Et ce vieil homme, cet étranger dans un costume coûteux, s'était assis à côté de moi comme si nous étions amis et avait prononcé ces mots comme s'il énonçait un simple fait. Je l'ai regardé, trop choqué et brisé pour répondre. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà vu cette histoire et savait exactement comment elle se terminait. « Crois-moi » a-t-il dit. « Je suis en affaires depuis 40 ans. Je sais à quoi ressemble le désespoir et je sais à quoi ressemble le potentiel. Tu as les deux. » Il a cherché dans sa veste et en a sorti une carte de visite. Du papier cartonné lourd, un lettrage en relief, le genre de carte qui coûte plus cher à imprimer que ce que la plupart des gens dépensent en course. Je m'appelle Walter Ashford. J'ai bâti une entreprise de 400 millions de $ à partir de rien. Et là, tout de suite, je t'offre une chance que ta famille vient de jeter. Il a pressé la carte dans ma main tremblante. Appelle-moi quand tu seras prêt à arrêter de pleurer et à commencer à gagner. Puis il s'est levé, a ajusté sa veste et s'est dirigé vers le salon de première classe comme un homme qui n'avait jamais douté de rien dans sa vie. Je suis resté assis là un long moment à tenir cette carte, essayant de comprendre comment ma vie s'était brisée et reconstruite en l'espace de 10 minutes. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans cet aéroport, je dois vous ramener au début. À l'époque où je croyais encore que ma famille m'aimait inconditionnellement. À l'époque où je pensais que le sang signifiait loyauté et que la maison signifiait sécurité. Je m'appelle Ryan Torres. J'avais 19 ans quand ma famille m'a abandonné à Rome et 24 ans quand ils sont revenus en rampant. Voici l'histoire de ce qui s'est passé entre-temps. J'ai grandi dans une banlieue de Chicago, le plus jeune de 3 enfants dans ce que tout le monde appelait une bonne famille. Mon père, David Torres, était un cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance. Le genre d'homme qui croyait que se présenter au travail tous les jours et se plaindre de son patron lui donnait droit au respect. Ma mère, Linda, travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire et passait le reste de son temps à gérer le foyer avec une précision qui frisait l'obsession. Tout devait être parfait chez les Torres, la pelouse, les meubles, l'image que nous projetions aux voisins. Mon frère aîné Marcus était l'enfant prodige, de 7 ans mon aîné. Il avait suivi exactement le chemin tracé par mes parents. Des appartements au lycée, une bourse complète pour une université respectée, l'école de droit et un poste dans un cabinet prestigieux du centre-ville. Il était tout ce que mes parents avaient toujours voulu d'un fils, et il ne laissait personne l'oublier. Ces réussites étaient le sujet de chaque dîner de famille, de chaque réunion de vacances, de chaque conversation avec des parents et amis. Ma sœur aînée, Vanessa, avait 4 ans de plus que moi et occupait un autre type de projecteur. Elle était la reine du drame, toujours au milieu d'une crise qui nécessitait l'attention et la sympathie de tout le monde. Une mauvaise note devenait une catastrophe. Une rupture devenait une tragédie. Un inconvénient mineur devenait une urgence familiale. Mes parents répondaient à tous ses besoins émotionnels, laissant tout tomber pour la réconforter, la valider, la rassurer qu'elle était spéciale et aimée. Et puis il y avait moi, la pensée après coup, l'accident, comme ma mère m'a appelé un jour quand elle pensait que je n'écoutais pas. J'avais 7 ans quand je l'ai entendu au téléphone avec sa sœur rire du fait que j'avais été une sacrée surprise et qu'il pensait avoir fini d'avoir des enfants. Je me tenais dans le couloir devant sa chambre, figé, comprenant pour la première fois que je n'avais pas été désiré comme Marcus et Vanessa l'avaient été. Cette compréhension a façonné tout ce qui a suivi. En grandissant, j'ai appris tôt que ma place dans la famille était d'être calme, agréable et reconnaissant pour les miettes d'attention qui me parvenaient. Marcus a eu les éloges et l'investissement dans son avenir. Vanessa a eu le drame et l'énergie émotionnelle. J'ai eu les restes. J'ai eu les vêtements usagés. On m'a dit d'être patient pendant que les besoins de mes frères et sœurs étaient traités en premier. Quand Marcus a eu besoin d'une voiture pour l'université, mes parents lui ont acheté une berline fiable qui coûtait 15 000 $. Quand Vanessa a eu besoin d'une voiture pour son travail, ils lui ont acheté un petit cabriolet sportif parce qu'elle méritait quelque chose de joli après sa rupture. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé une voiture, mon père a ri et a dit que je pouvais prendre le bus comme tout le monde. Je n'étais pas un mauvais gamin.
J'avais des notes correctes, je ne m'attirais pas d'ennui, je travaillais à temps partiel depuis mes 15 ans dans une épicerie à 5 km de chez nous. J'économisais mon argent soigneusement, ne demandant jamais rien à mes parents dont je n'avais pas absolument besoin. J'ai appris à être autonome parce que je n'avais pas d'autre choix. L'autosuffisance était une question de survie. L'autosuffisance était la façon dont je m'empêchais de me noyer dans une famille qui remarquait à peine mon existence. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, mes parents ont clairement indiqué que l'université était ma responsabilité. Marcus avait eu ses frais de scolarité payés parce que l'école de droit est chère et importante. Vanessa avait eu les siens payés parce qu'elle avait besoin de soutien supplémentaire et de renforcement positif. Mais moi, on s'attendait à ce que je me débrouille tout seul. Tu es débrouillard, a dit ma mère quand j'ai demandé une aide financière, utilisant le même ton qu'elle pourrait utiliser pour décrire un chat errant qui avait appris à trouver sa propre nourriture. Tu as toujours été doué pour prendre soin de toi-même. Alors, j'ai contracté des prêts, travaillé 2 emplois et je me suis inscrit au collège communautaire avec l'intention d'être transféré dans une université en 4 ans. Ce n'était pas le chemin que je voulais, mais c'était le chemin que j'avais. J'assistais aux cours pendant la journée et travaillais le soir et le week-end, survivant grâce aux nouilles instantanées et à l'espoir désespéré que les choses finiraient par s'améliorer. Et puis j'ai rencontré Sophie et les choses se sont améliorées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Sophie Chin était tout ce que ma famille n'était pas, chaleureuse là où ils étaient froids, solidaire là où ils étaient méprisants, véritablement intéressée par qui j'étais et ce que je voulais de la vie, pas seulement ce que je pouvais faire pour elle. Elle était étudiante en soins infirmiers au même collège communautaire, travaillant pour obtenir son diplôme d'infirmière tout en soutenant ses parents immigrés et ses frères et sœurs plus jeunes. Nous nous sommes rencontrés dans un cours de composition anglaise assigné au même projet de groupe sur l'écriture persuasive. J'étais épuisé ce jour-là, fonctionnant avec 4 heures de sommeil après avoir fermé l'épicerie la veille au soir, et elle l'a remarqué. « Tu as l'air sur le point de t'évanouir », a-t-elle dit en faisant glisser une tasse de café sur la table vers moi. « Bois ça. » J'en ai eu un en trop par accident. Elle n'en avait pas eu un en trop par accident. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait acheté spécifiquement pour moi, ayant remarqué que j'avais toujours l'air fatigué et que je ne semblais jamais manger assez. C'était Sophie. Elle remarquait les choses. Elle se souciait des choses. Elle agissait selon sa bienveillance au lieu de simplement en parler. Nous nous sommes liés par notre épuisement partagé et notre détermination, échangeant des histoires sur les clients difficiles et les professeurs impossibles et le défi particulier de construire un avenir sans filet de sécurité en dessous de soi. Elle comprenait ce que c'était que de travailler pour tout. De savoir que l'échec n'était pas une option parce qu'il n'y avait personne pour vous rattraper si vous tombiez. Nous sommes tombés amoureux quelque part entre les sessions d'études tardives et les rendez-vous café bon marché au restaurant près du campus. Au moment où nous étions ensemble depuis 1 an, je savais que je voulais l'épouser. Je le savais avec une certitude qui me surprenait, étant donné à quel point tout le reste de ma vie avait toujours été incertain. Sophie était mon ancre, mon foyer, la première personne qui m'avait jamais fait sentir que j'étais suffisant exactement tel que j'étais. Ma famille l'a détestée dès le moment où ils l'ont rencontrée. Elle n'est pas faite pour toi, a dit ma mère après que Sophie soit venue dîner pour la première fois. Sa famille est si différente. Différente comment, ai-je demandé en connaissant déjà la réponse. Tu sais ce que je veux dire, Ryan. Origine différente, valeurs différentes, tout est différent. Ce qu'elle voulait dire, c'était que Sophie était sino-américaine, que ses parents parlaient un anglais accentué, qu'il possédait un petit restaurant au lieu d'occuper des emplois de bureau respectables. Ce qu'elle voulait dire, c'était que Sophie ne correspondait pas à l'image que ma mère avait construite de ceux avec qui ses enfants devraient finir. Sa famille travaille plus dur que quiconque je connais, ai-je dit. Ses parents sont venus dans ce pays avec rien et ont bâti une entreprise. Sophie paie ses études d'infirmière tout en aidant à les soutenir. En quoi n'est-ce pas admirable? Ma mère a agité la main avec dédain. Je dis juste qu'il y a plein de gentilles filles issues de bonnes familles. Tu n'as pas à te contenter de peu. Je ne me contente pas de peu. Je l'aime. La conversation s'est terminée là, mais la désapprobation non. Chaque réunion de famille devenait une occasion de me rappeler que Sophie n'était pas la bienvenue. Ils ne l'ont jamais invitée pour les vacances. Ils ne demandaient jamais de ses nouvelles. Quand je la mentionnais, ils changeaient de sujet. J'aurais dû voir alors ce qu'était vraiment ma famille. J'aurais dû comprendre que leur amour venait avec des conditions, que leur soutien avait des limites, que le sang n'était pas aussi épais qu'ils le prétendaient.
Mais j'étais jeune et plein d'espoir et désespéré de croire qu'il finirait par changer d'avis. Le voyage à Rome devait tout changer. Mes parents avaient prévu des vacances familiales de 2 semaines en Italie pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. C'était un voyage extravagant, le genre de chose pour laquelle ils ne dépenseraient normalement jamais d'argent. Vol en classe affaires, hôtel 5 étoiles, visites privées et restaurants chers. Ils économisaient depuis des années, disaient-ils, voulant faire quelque chose de spécial en famille. C'étaient les premières vraies vacances que nous prenions ensemble depuis mon enfance. Et malgré tout, j'étais prudemment excité. Peut-être que ce serait une chance de se reconnecter. Peut-être qu'être loin du stress de la vie quotidienne, entouré d'une belle architecture, de bonne nourriture et d'expériences partagées les aiderait à voir les choses différemment. Peut-être qu'ils se souviendraient que j'étais leur fils aussi, pas juste une obligation à tolérer. J'ai demandé si Sophie pouvait venir. Ma mère a ri comme si j'avais raconté une blague particulièrement absurde. C'est un voyage en famille, Ryan. Pour la famille. Sophie va être ma famille. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Je veux l'épouser. Les mots ont plané dans l'air comme une bombe attendant d'exploser. Je n'avais pas prévu de leur dire comme ça. Debout dans leur cuisine un mardi après-midi quelconque. J'avais imaginé une annonce plus formelle, peut-être autour d'un bon dîner avec Sophie à mes côtés, mais la façon méprisante dont ma mère avait ri, la cruauté désinvolte d'exclure la femme que j'aimais, avait poussé les mots dehors avant que je ne puisse les arrêter. Mon père a posé son journal. Pardon ? Je veux épouser Sophie. J'ai économisé pour une bague. J'allais faire ma demande à notre retour d'Italie. Le visage de ma mère est devenu pâle, puis rouge, puis une combinaison marbrée des deux. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Je l'aime et je veux passer ma vie avec elle. Ce qui a suivi a été la pire dispute de ma vie. Mon père a crié sur le fait que je gâchais mon avenir, que j'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais, que le mariage était un engagement sérieux qui ne devait pas être pris sur un coup de tête. Ma mère a pleuré à propos de petits-enfants qui ne lui ressembleraient pas, de ce que les gens diraient, de la façon dont il m'avait élevé mieux que ça. Marcus, rentré pour le week-end pour aider à planifier le voyage, m'a fait la leçon sur le fait de faire des choix responsables. Tu as 19 ans, Ryan, tu ne connais rien à la vie. Sophie est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour notre famille. Vanessa a traité Sophie de croqueuse de diamants, ce qui était absurde étant donné que je n'avais rien à croquer. Quand je l'ai fait remarquer, elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais naïf. Que les filles comme Sophie avaient toujours une idée derrière la tête. À la fin, mes parents ont lancé un ultimatum. Viens en Italie avec nous, a dit mon père, sa voix froidement raisonnable de cette façon qu'il avait quand il pensait être généreux. Prends ces 2 semaines pour réfléchir à ton avenir. Sans cette fille pour obscurcir ton jugement. À notre retour, si tu veux toujours gâcher ta vie avec quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, c'est ton choix. Mais au moins, accorde-nous ce temps en famille. J'aurais dû dire non. J'aurais dû franchir la porte et ne jamais regarder en arrière. Mais j'avais 19 ans et j'espérais encore que mes parents finiraient par accepter la personne que j'aimais. J'étais encore assez jeune pour croire que si j'essayais juste assez fort, si je faisais juste assez mes preuves, ils me verraient enfin comme ils voyaient Marcus et Vanessa. Alors, j'ai accepté. La première semaine en Italie fut tendue, mais tolérable. Nous avons visité le Colisée, le Vatican et la fontaine de Trévi. Nous avons erré à travers des ruines antiques, des églises de la Renaissance et des rues pavées qui avaient vu des siècles d'histoire. Nous avons mangé des pâtes et des glaces et fait semblant d'être une famille heureuse pour les touristes qui demandaient à prendre nos photos. Mes parents n'ont pas mentionné Sophie, et je n'ai pas abordé le sujet. C'était une trêve tacite, fragile et temporaire, mais je m'y accrochais quand même. Peut-être qu'ils s'adoucissaient. Peut-être que la beauté de l'Italie opérait sa magie sur eux. Peut-être qu'à la fin du voyage, ils seraient prêts à accepter mes choix. Mais le 8e jour, tout s'est effondré. Nous dînions dans un restaurant à Rome, un de ces endroits touristiques près de la place d'Espagne qui facture 40 € pour une assiette de spaghettis et appelle cela de la cuisine italienne authentique. Mon père avait bu du vin tout l'après-midi, bouteille après bouteille, son visage devenant plus rouge et ses commentaires plus tranchants à chaque remplissage. Je reconnaissais les signes. C'était la version de mon père qui disait des choses cruelles et mettait ça sur le compte de l'alcool plus tard. Alors, a-t-il dit, posant son verre avec un bruit sourd qui a fait teinter les couverts. As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté ?
Je savais ce qu'il demandait. J'avais redouté cette conversation toute la semaine. Papa, on peut ne pas faire ça ici? Non, je veux savoir. Il s'est penché en avant, ses lèvres tachées de vin se tordant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. As-tu retrouvé la raison à propos de cette fille? Elle s'appelle Sophie, et non, je n'ai pas changé d'avis. Je l'aime, et je vais l'épouser. Ma mère a émis un son de dégoût. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tous les sacrifices que nous avons faits, c'est comme ça que tu nous rembourses. Quel sacrifice? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter, alimentés par des années de ressentiment que j'avais soigneusement gardés en bouteille. Vous n'avez pas payé mon université. Vous ne m'avez pas aidé à obtenir mon premier emploi. Vous n'avez jamais soutenu quoi que ce soit que je voulais faire. Qu'avez-vous sacrifié exactement pour moi? La table est devenue silencieuse. Même Vanessa a arrêté de tripatouiller son téléphone. Le visage de mon père a pris une teinte de violet que je n'avais jamais vue auparavant, une couleur qui suggérait une explosion imminente. Comment oses-tu? A-t-il dit doucement. Et le calme était en quelque sorte pire que les cris. Comment oses-tu parler à ta mère de cette façon? Après tout ce que nous t'avons donné, un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture dans ton assiette, une bonne éducation et une bonne famille, le strict minimum de ce que les parents sont censés fournir n'est pas un sacrifice. Vous avez donné à Marcus une voiture, les frais de scolarité, un acompte sur son premier appartement. Vous avez donné à Vanessa la même chose plus l'argent de la caution quand elle a eu cette affaire dont vous ne parlez jamais. Que m'avez-vous donné? La permission d'exister dans votre maison jusqu'à mes 18 ans. Si tu es si malheureux avec cette famille, a dit mon père, se levant de table si vite que sa chaise a failli tomber. Alors peut-être que tu n'as plus besoin d'en faire partie. David, a dit ma mère, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix, aucune tentative réelle d'arrêter ce qui se passait. Non, j'ai fini. Mon père a fouillé dans ma veste, qui était accrochée au dossier de ma chaise, et a sorti mon téléphone. Tu n'auras pas besoin de ça. Papa, rends-moi ça. Tu veux être indépendant? Très bien, sois indépendant. Il a glissé le téléphone dans sa propre poche. Voyons comment tu t'en sors tout seul. David, peut-être qu'on devrait tous se calmer, a dit Marcus. Mais il n'a pas bougé pour arrêter notre père. Il est juste resté assis là à regarder de la même manière qu'il avait regardé toute mon enfance sans jamais intervenir. Vanessa, demande l'addition. Linda, prends tes affaires. Nous partons. Et Ryan, a demandé ma mère, mais cela ressemblait plus à une formalité qu'à une véritable inquiétude. Ryan peut se débrouiller tout seul. Il est si débrouillard après tout. N'est-ce pas ce que nous avons toujours dit? Ils sont partis. Ils sont vraiment partis. Je suis resté assis à cette table, stupéfait, regardant ma famille sortir du restaurant sans regarder en arrière. Ma mère ne s'est pas retournée. Marcus n'a pas hésité. Vanessa a même ri en franchissant la porte. Un son aigu et cruel qui a résonné dans le restaurant soudainement silencieux. Le serveur a apporté l'addition et m'a regardé avec une expression qui aurait pu être de la pitié. J'avais environ 40 € en poche, à peine assez pour couvrir ma part du repas. J'ai payé, j'ai quitté le restaurant et j'ai marché dans les rues de Rome, hébété. Je suis retourné à l'hôtel, mais quand j'ai essayé d'utiliser ma carte clé, elle n'a pas fonctionné. Le réceptionniste a expliqué en s'excusant que ma chambre avait été libérée, mes affaires avaient été récupérées et ma famille était déjà partie pour l'aéroport. Y a-t-il un problème, monsieur, a demandé le réceptionniste. Je ne savais pas comment répondre à cette question. J'ai pris un taxi pour l'aéroport, dépensant la majeure partie de l'argent qu'il me restait, espérant pouvoir les attraper avant qu'ils n'embarquent. Peut-être n'était-ce qu'un bluff. Peut-être qu'ils attendaient que je m'excuse, que je cède, que je prouve que la famille comptait plus pour moi que Sophie. Je ne me serais pas excusé, mais j'avais besoin de mon passeport, de mon portefeuille, de mon billet de retour. J'avais besoin d'au moins revenir sur le sol américain avant de comprendre ce qui viendrait ensuite. Quand j'ai atteint l'aéroport, je suis allé directement au comptoir de la compagnie aérienne. Je dois m'enregistrer pour mon vol. Ryan Torres, vol vers Chicago. L'agent a tapé mon nom dans l'ordinateur et a froncé les sourcils. Je suis désolé, monsieur, mais votre réservation a été annulée. Annulée par qui? Il semble que la réservation ait été modifiée par un autre membre de votre groupe.
Le billet a été annulé et le remboursement a été traité sur le mode de paiement d'origine. Mais c'est mon vol. Ma famille est sur ce vol. Je comprends, monsieur, mais sans billet valide, je ne peux pas vous enregistrer. Voulez-vous acheter un nouveau billet? J'ai vérifié mes poches. 12 $ et de la monnaie, même pas assez pour la nourriture de l'aéroport, et encore moins pour un vol international. Je n'ai pas l'argent, m'entendis-je dire. Je n'ai rien. Ils ont pris mon téléphone, mon portefeuille, mon passeport. Votre passeport? Je me suis figé. Je n'y avais même pas pensé. Mon passeport était dans mon sac, le sac qui était maintenant probablement en route pour Chicago avec ma famille. Monsieur, sans passeport, vous ne pouvez pas embarquer sur un vol international. Quoi qu'il en soit, je vous recommanderais de contacter votre ambassade. Comment suis-je censé contacter qui que ce soit? Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. L'agent m'a regardé avec une véritable sympathie mais ne pouvait offrir aucune aide pratique. Elle a suggéré que je trouve le bureau de sécurité de l'aéroport qui pourrait peut-être m'aider à contacter l'ambassade. Je me suis éloigné du comptoir dans un brouillard. Mes jambes m'ont porté vers un banc près des portes de départ où je pouvais voir les panneaux affichant des destinations que je ne pouvais pas atteindre. Chicago, New York, Londres, Paris, tout un monde d'endroits où je ne pouvais pas aller parce que ma propre famille m'avait laissé sans rien. Je me suis assis et pour la première fois depuis mon enfance, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour les parents qui m'avaient abandonné sans hésitation. J'ai pleuré pour le frère qui était resté là à regarder. J'ai pleuré pour la sœur qui avait probablement ri de ça sur le vol de retour. J'ai pleuré pour Sophie, qui serait morte d'inquiétude quand je ne répondrais pas à mon téléphone. J'ai pleuré pour l'avenir que je construisais, maintenant brisé sur le sol car l'effroi d'un aéroport étranger. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, assez longtemps pour que le soleil se couche à travers les fenêtres du terminal. Assez longtemps pour que mes larmes sèchent et recommencent. Assez longtemps pour me demander si c'était ainsi que ma vie se terminait. Bloqué et seul dans un pays dont je ne parlais pas la langue, abandonné par tous ceux qui étaient censés m'aimer. C'est là qu'il s'est assis. Je ne l'ai pas remarqué au début. Juste un autre passager, juste un autre étranger dans un aéroport plein d'étrangers. Mais ensuite il a parlé et tout a changé. C'était toute une scène au comptoir des billets. J'ai levé les yeux. Il était plus âgé, peut-être 70 ans, avec des cheveux argentés et un visage qui avait clairement connu des années difficiles avant l'arrivée de la richesse. Son costume coûtait probablement plus cher que mes frais de scolarité semestriels. Sa montre était du genre qui venait avec une liste d'attente et un prix à 6 chiffres. J'étais assis là-bas, a-t-il dit en montrant un groupe de sièges près du salon de la classe affaires. J'ai tout entendu. Ta famille a annulé ton billet et t'a laissé ici. J'ai hoché la tête, trop épuisé pour être embarrassé. Ils ont pris ton téléphone, ton passeport, tout. J'ai 12 $ et nulle part où aller. Il m'a étudié un long moment, ses yeux vifs et évaluateurs. Ce n'était pas de la pitié dans son regard. C'était autre chose. Calcul peut-être ou reconnaissance. Pourquoi ont-ils fait ça, a-t-il demandé. À propos de quoi était la dispute? J'ai ri amèrement. Ma petite amie. Ils ne l'approuvent pas. Ils m'ont dit de choisir entre elle et eux. J'ai choisi elle et ils t'ont laissé bloquer en Europe comme punition. Je suppose qu'ils voulaient me donner une leçon. Sacrée leçon. Il a secoué la tête lentement. Sacrée famille. Il est resté silencieux un moment, regardant les panneaux de départ faire défiler les destinations. Puis il s'est tourné vers moi. Quel est ton nom, fiston? Ryan. Ryan Torres. Eh bien, Ryan Torres, je m'appelle Walter Ashford. J'ai bâti une entreprise de 400 millions de dollars à partir de rien. J'ai commencé avec 50 $ en poche et une volonté de travailler plus dur que quiconque. Il m'a fallu 40 ans pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas pourquoi l'étranger me racontait l'histoire de sa vie. Tu sais ce que j'ai appris au cours de ces 40 années? A-t-il continué. J'ai appris que la famille n'est pas toujours le sang. J'ai appris que les gens qui sont censés vous aimer inconditionnellement sont parfois les premiers à mettre des conditions à leur amour. Et j'ai appris que se faire mettre à terre ne compte pas autant que de se relever. Il a cherché dans sa veste et a sorti une carte de visite. Le papier cartonné était épais et lourd, le lettrage en relief doré. Walter Ashford,
président-directeur général, Ashford Industries. Je rentre à New York ce soir. J'ai un siège libre dans ma section et des contacts à l'ambassade qui peuvent accélérer le remplacement d'un passeport. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez pas, non, je ne te connais pas. Mais je sais ce que j'ai vu. J'ai vu un jeune homme qui a défendu ce en quoi il croyait même quand cela lui a tout coûté. J'ai vu quelqu'un avec de la loyauté, de la conviction et du courage. Ce sont des qualités rares, Ryan. La plupart des gens font des compromis. La plupart des gens reculent. Tu ne l'as pas fait. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Tu aurais pu t'excuser. Tu aurais pu dire à tes parents ce qu'ils voulaient entendre et garder Sophie secrète. Tu aurais pu prendre la voie facile, mais tu ne l'as pas fait. Tu as dit la vérité et tu en as payé le prix. Il a souri de ce sourire froid et complice à nouveau. Ton père est un idiot et dans 5 ans, il suppliera pour obtenir ton pardon. Il a pressé la carte dans ma main. Appelle-moi quand tu seras prêt à arrêter de pleurer et à commencer à gagner. Puis il s'est levé, a ajusté sa veste et a commencé à marcher vers le salon de première classe. Attendez, ai-je appelé après lui. Pourquoi faites-vous vraiment ça? Il s'est arrêté et a regardé en arrière. Parce qu'il y a 60 ans, quelqu'un l'a fait pour moi. J'avais 17 ans, seul, fauché, abandonné par des gens qui auraient dû me protéger. Un étranger m'a donné une chance. Je paie au suivant depuis lors. Il m'a fait signe de suivre. Viens, Ryan. Ramenons-toi à la maison. J'ai hésité un seul instant. Puis je me suis levé, j'ai essuyé mon visage et j'ai suivi la première personne qui avait jamais cru en moi. Le vol vers New York était surréaliste. Je n'avais jamais été en première classe auparavant, je n'avais jamais connu le lit inclinable et les agents de bord qui vous traitaient comme de la royauté. Walter était assis de l'autre côté de l'allée, travaillant sur son ordinateur portable, jetant parfois un coup d'œil pour s'assurer que j'allais bien. Mange quelque chose, a-t-il dit à un moment donné. Tu as l'air de ne pas avoir eu un vrai repas depuis des jours. J'ai commandé tout ce qu'il y avait au menu. Steak et homard et gâteau au chocolat et café qui coûtaient probablement plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Cela semblait obscène. S'adonner au luxe alors que ma vie était en ruine. Mais Walter a insisté. Ne t'excuse jamais d'accepter ce que tu as gagné, a-t-il dit. Tu as gagné ce siège en ayant le courage de tenir tête à ta famille. Profitant. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, nous avons parlé, vraiment parlé pendant des heures, de la vie, des affaires, de la famille et de la loyauté. Walter m'a parlé de son enfance, grandissant pauvre dans la campagne de Pennsylvanie, abandonné par son père à 12 ans, élevé par une mère qui travaillait 3 emplois pour garder la lumière allumée. Il m'a raconté comment il avait démarré sa première entreprise à 19 ans avec de l'argent emprunté et une ambition aveugle. Il m'a parlé des échecs, des revers et des gens qui lui disaient qu'il n'arriverait jamais à rien. Ils avaient tort, a-t-il dit simplement. Et les gens qui t'ont abandonné aujourd'hui auront tort aussi. Je lui ai parlé de Sophie, de notre rencontre, de pourquoi je l'aimais. Je lui ai parlé de ma famille, des années à me sentir invisible, de la lente réalisation que leur amour était conditionnel à mon obéissance. Je lui ai parlé de mes rêves, aussi modestes soient-ils, de construire une vie avec la femme que j'aimais et de prouver que je valais plus que ce que mes parents croyaient. Ce ne sont pas des rêves modestes, a dit Walter. Ce sont les seuls rêves qui comptent. L'amour, le but, la dignité. Tout le reste n'est que décoration. Quand nous avons atterri à New York, le chauffeur de Walter nous attendait. Une voiture noire, élégante et chère, tournant au ralenti au bord du trottoir comme si elle avait attendu là tout le long. Walter a passé des appels pendant que nous roulions vers la ville, parlant à des gens avec des titres que je ne reconnaissais pas, tirant des ficelles dont j'ignorais l'existence. À la fin de la journée, j'avais un passeport temporaire, un billet d'avion pour Chicago et une offre d'emploi permanente chez Ashford Industries. Je ne comprends pas, ai-je dit alors que nous étions devant la porte d'embarquement de mon vol de correspondance. Vous me connaissez à peine. Pourquoi faites-vous tout ça? Walter a mis une main sur mon épaule. Parce que je vois quelque chose en toi, Ryan. Quelque chose que ta famille était trop aveugle pour voir. Potentiel, dynamisme. Le genre de détermination obstinée qui bâtit des empires. Il a fait une pause. Et parce que je n'ai pas d'enfant à moi, jamais marié, jamais eu d'enfant,
mon entreprise et mon héritage, et quand je serai parti, j'ai besoin de savoir qu'elle est entre de bonnes mains. J'ai 19 ans. Je n'ai même pas fini le collège communautaire. Moi non plus quand j'ai commencé. L'éducation est précieuse, mais ce n'est pas tout. Ce qui compte, c'est le caractère. Ce qui compte, c'est de se présenter tous les jours et de faire le travail, même quand c'est dur. Ce qui compte, c'est la loyauté. Il a souri. Tu as montré plus de loyauté envers une petite amie que ta famille détestait que la plupart des gens n'en montrent envers qui que ce soit dans leur vie entière. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Il m'a tendu une enveloppe. Il y a 1000 $ là-dedans pour t'aider à te remettre sur pied. Considère cela comme une avance sur ton premier chèque de paie. Quand tu seras prêt à commencer chez Ashford Industries, appelle le numéro sur ma carte. Nous réglerons le reste. J'ai pris l'enveloppe avec des mains qui tremblaient encore. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu me remercies en réussissant. Tu me remercies en prouvant que ta famille a tort. Tu me remercies en construisant une vie si extraordinaire qu'ils s'étoufferont avec leurs regrets. Il m'a tapoté l'épaule une fois de plus, puis s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant dans la foule comme s'il n'avait jamais été là du tout. J'ai pris l'avion pour Chicago dans un état second. Sophie attendait à l'aéroport, ayant suivi mon vol par des moyens que je ne comprends toujours pas entièrement. Elle avait appelé mon téléphone pendant 3 jours, devenant de plus en plus frénétique quand il tombait directement sur la messagerie vocale. Quand elle m'a finalement trouvé grâce au dossier de la compagnie aérienne et à une certaine persuasion créative, elle a conduit directement à O'Hare et a attendu. Ryan, elle s'est jetée sur moi au moment où j'ai passé la sécurité, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Oh mon Dieu, Ryan, que s'est-il passé? Tes parents ont dit que tu avais décidé de rester en Europe. Ils ont dit que tu ne voulais pas rentrer à la maison. Ils ont dit quoi? Ils m'ont appelé de l'aéroport de Chicago. Ta mère a dit que vous vous étiez disputé et que tu voulais rester en Italie pour te calmer. Elle a dit que tu appellerais quand tu serais prêt. Sophie s'est reculée, étudiant mon visage. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. L'ultimatum au restaurant, le téléphone volé, le billet annulé, les heures passées à pleurer dans un aéroport étranger. Et puis je lui ai parlé de Walter, du sauvetage improbable, de l'offre d'emploi qui s'était matérialisée de nulle part. Sophie a écouté sans interrompre, son expression passant de l'horreur à la fureur puis à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Il t'a juste aidé, un parfait inconnu. Il a dit que quelqu'un l'avait fait pour lui une fois. Il a dit qu'il payait au suivant et il m'a offert un emploi dans son entreprise, Ashford Industries. J'ai regardé sur le vol. Ils font du conseil, des investissements, du développement immobilier. C'est énorme, Sophie. Genre fortune 5 cents énorme. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a ri. Un son de pur soulagement et d'incrédulité. Il n'y a que toi, Ryan. Il n'y a que toi pour te faire abandonner par ta famille et finir avec une offre d'emploi d'un milliardaire. J'ai ri aussi parce que pouvais-je faire d'autre? L'absurdité de tout ça. Le passage brutal du désespoir à la possibilité était trop lourd à traiter autrement. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé à propos de ta famille? Je veux dire, vas-tu les confronter? J'y ai pensé. Aux parents qui m'avaient laissé sans hésitation. Aux frères qui avaient regardé et n'avaient rien fait. À la sœur qui riait probablement encore de toute l'affaire. Non, ai-je dit finalement. J'en ai fini avec eux. Ils ont fait leur choix. Et maintenant je fais le mien. Et quand ils réaliseront ce qu'ils ont fait? Quand ils voudront s'excuser. Ils ne s'excuseront pas. Ils trouveront des excuses. Ils diront que je les ai provoqués ou qu'ils me donnaient une leçon ou que je réagis de manière excessive. J'ai secoué la tête. Mais s'ils reviennent un jour en rampant, je veux être dans une position où je n'aurai pas besoin d'eux. Je veux réussir si complètement que leurs excuses n'auront aucun sens. Sophie a serré ma main. Alors faisons en sorte que cela arrive. J'ai commencé chez Ashford Industries 3 semaines plus tard. Walter n'avait pas exagéré à propos de son entreprise. Ashford Industries était un conglomérat massif avec des divisions dans le conseil, l'immobilier, la technologie, les investissements et le développement international. Ils avaient des bureaux dans 12 pays et employaient plus de 5000 personnes. Leur siège social à New York occupait 3 étages d'une tour de verre dans Midtown,
rempli de gens en costumes coûteux, concluant des affaires qui façonnaient les marchés et déplaçaient des millions. Et moi, un décrocheur du collège communautaire de 19 ans avec $12 à mon nom il y a à peine quelques semaines, je commençais au service courrier. Tout le monde commence quelque part, a dit Walter lorsqu'il m'a fait faire le tour lors de mon premier jour. Il m'a guidé à travers les couloirs étincelants, devant les salles de conférence avec des chaises en cuir et les bureaux de direction avec vue sur Central Park. J'ai commencé à balayer les sols dans un entrepôt à Philadelphie. Mon premier patron était un ivrogne qui me jetait des choses quand il était en colère. Tu es déjà en avance sur là où j'étais. Le service courrier était au sous-sol, un espace éclairé au néon rempli de chariots et de paquets, et du bourdonnement constant des machines de tri. Mon superviseur était un homme d'âge moyen nommé Carlos qui travaillait là depuis 20 ans et ne montrait aucun intérêt à monter en grade. Fais ton travail. Reste en dehors des ennuis. Fais profil bas, m'a dit Carlos le premier jour. C'est comme ça qu'on survit par ici. C'était un travail dur. Le genre de travail qui me laissait épuisé à la fin de chaque journée. Les muscles endoloris à force de pousser des chariots lourds dans des couloirs sans fin. Le cerveau grillé à force d'essayer de mémoriser l'emplacement de centaines de bureaux et les noms de milliers d'employés. Je triais le courrier, faisais des livraisons, allais chercher du café pour des cadres qui me regardaient à travers moi comme si j'étais invisible et faisais tout ce qui devait être fait. La plupart des gens des étages supérieurs ne savaient pas que j'existais. J'étais juste le gars du courrier, l'un des travailleurs anonymes qui faisait fonctionner l'entreprise pendant que les gens importants faisaient des choses importantes. Je déjeunais seul dans la salle de pause du sous-sol, étudiais des livres de commerce dans le métro en rentrant chez moi et m'effondrais dans mon lit chaque soir, me demandant si c'était vraiment le chemin vers quelque chose de mieux. Mais Walter observait. Même quand je ne le voyais pas, il observait. Toutes les quelques semaines, il m'appelait dans son bureau pour ce qu'il appelait des réunions de progrès. Son bureau était au dernier étage, bien sûr, une suite d'angles avec des fenêtres du sol au plafond et des meubles qui coûtaient probablement plus cher que mon appartement. Je m'asseyais dans le fauteuil en cuir en face de son bureau massif, me sentant petit et déplacé. Pendant qu'il posait des questions, il demandait des nouvelles de mon travail. Est-ce que j'apprenais la disposition du bâtiment? Est-ce que je comprenais comment les différents départements étaient connectés? Avais-je remarqué quelque chose sur la façon dont l'information circulait dans l'entreprise? Il posait des questions sur mes études. Est-ce que je lisais toujours les livres qu'il recommandait? Est-ce que je comprenais les principes de l'investissement axé sur la valeur? Pouvais-je expliquer la différence entre un rachat par emprunt et un rachat par les cadres? Il demandait des nouvelles de Sophie. Comment s'en sortait-elle dans son programme de soins infirmiers? Planifions-nous l'avenir? Comprenait-elle les sacrifices que la construction d'une carrière exigerait? Il m'enseignait, je m'en rendais compte, à sa manière non conventionnelle, me formant pour quelque chose de plus grand que la livraison de courrier, me testant pour voir si j'avais la faim, la discipline et l'intelligence pour m'élever au-delà de ma situation. La plupart des gens pensent que le succès est une question de talent, a-t-il dit lors d'une de ces réunions, se penchant en arrière dans sa chaise, les doigts joints. Ils pensent que soit on l'a, soit on ne l'a pas, comme si c'était quelque chose avec lequel on est. Mais le talent est surfait. J'ai vu des gens brillants échouer parce qu'ils pensaient que leur brillance leur donnait droit au succès, et j'ai vu des gens ordinaires accomplir des choses extraordinaires parce qu'ils étaient prêts à travailler plus dur, plus longtemps et plus intelligemment que quiconque. Il m'a fixé de ses yeux vifs et évaluateurs. Ce qui compte, c'est l'éthique de travail. Ce qui compte, c'est de se présenter chaque jour et de faire le travail mieux que vous ne l'avez fait hier. C'est quelque chose que tout le monde peut apprendre. C'est quelque chose que tu apprends. Après 6 mois au service courrier, j'ai été promu assistant administratif pour l'un des cadres intermédiaires de la division conseil. C'était un petit pas en avant, mais cela semblait énorme. J'avais mon propre bureau maintenant, mon propre téléphone, ma propre petite part de légitimité. Après une autre année, j'étais analyste junior travaillant avec des données réelles, contribuant à des rapports réels, siégeant dans des réunions réelles où les décisions étaient prises. Les cadres ont commencé à me reconnaître, à hocher la tête quand je les croisais dans le couloir, à se souvenir de mon nom. À 22 ans, je gérais ma propre petite équipe d'analystes responsables de projets qui affectaient de vrais clients et de l'argent réel. À 23 ans, je supervisais un projet de développement majeur dans la division immobilière, coordonnant entre les architectes, les entrepreneurs et les gouvernements locaux. À 24 ans, j'étais directeur régional avec un bureau d'angle qui avait une petite vue sur l'East River, gagnant un salaire qui aurait fait tourner la tête de mon père.
Sophie et moi nous sommes mariés quand j'avais 21 ans lors d'une petite cérémonie avec sa famille et quelques amis. Walter était là, debout au fond, regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Il nous a offert un cadeau de mariage qui m'a coupé le souffle, l'acompte pour une maison en banlieue avec une carte qui disait « Pour la famille que vous construirez ensemble ». J'ai pleuré quand je l'ai lu. C'était la première fois que quelqu'un investissait dans mon avenir de cette façon. La première fois que quelqu'un me regardait et voyait quelque chose en quoi valait la peine de croire. Nous avons acheté la maison. Nous l'avons remplie de meubles d'occasion et de plantes que Sophie insistait pour cultiver. Nous y avons construit une vraie vie fondée sur l'amour et le travail acharné et la certitude tranquille que nous nous étions choisis et que nous continuerions à nous choisir chaque jour. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille biologique pendant 5 ans. Pas un seul appel, pas un seul texto, pas une seule tentative d'excuse ou d'explication ou de réconciliation. Ils m'avaient coupé les ponts aussi complètement que si je n'avais jamais existé. Et une partie de moi était reconnaissante pour le silence. Cela rendait les choses plus propres. Cela me permettait de me concentrer sur la construction de quelque chose de nouveau au lieu de pleurer ce que j'avais perdu. Mais je gardais une trace d'eux à ma façon. Je savais que mon père avait pris sa retraite anticipée en raison de problèmes de santé. Je savais que Marcus avait divorcé et avait du mal à reconstruire son cabinet. Je savais que Vanessa avait traversé 2 autres mariages et vivait actuellement à nouveau avec mes parents, ayant brûlé sa part de l'argent familial. Je savais tout cela parce que malgré tout, une partie de moi s'en souciait encore. Une partie de moi espérait encore qu'ils retrouveraient la raison, qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient fait, qu'ils voudraient arranger les choses. Et finalement, ils l'ont fait. L'appel est arrivé un mardi après-midi, 5 ans presque jour pour jour depuis qu'il m'avait laissé dans cet aéroport. J'étais dans mon bureau en train d'examiner des contrats pour une acquisition majeure lorsque mon assistante m'a appelé. Monsieur Torres, il y a une femme en ligne qui prétend être votre mère. Elle dit que c'est urgent. J'ai regardé le téléphone un long moment, mon cœur battant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Puis j'ai décroché. Allô, Ryan. La voix de ma mère était plus vieille, plus tremblante que dans mes souvenirs. Ryan, est-ce vraiment toi? Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle a commencé à pleurer. De longs sanglots qui craquaient à travers la ligne téléphonique. Je suis tellement désolé, Ryan. Je suis tellement désolé. Nous n'aurions jamais dû. Ton père et moi, nous avons fait une terrible erreur. Vous m'avez laissé bloqué dans un pays étranger sans argent et sans moyen de rentrer. C'est plus qu'une erreur. Je sais. Je sais. Et je l'ai regretté chaque jour. Nous avions tort à propos de Sophie, à propos de tout. Nous avions tort. Et je suis tellement désolé. J'ai attendu, laissant le silence s'étirer. 5 ans de silence de leur part. Et maintenant ils voulaient le remplir d'excuses. Pourquoi appelles-tu maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi aujourd'hui? Un autre sanglot. Ton père est malade, Ryan. Son cœur. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre. L'assurance ne couvrira pas tout. Et nous avons déjà emprunté sur la maison. Et voilà. La vraie raison. De combien avez-vous besoin? 50 000 $. Peut-être 60. Sa voix est tombée à un murmure. Je sais que je n'ai aucun droit de demander après ce que nous avons fait, mais c'est ton père, Ryan. Quoi qu'il se soit passé entre nous, il est toujours ton père. J'ai pensé à l'homme qui avait arraché le téléphone de ma poche et était parti. J'ai pensé aux années de silence, à l'absence totale de remords. J'ai pensé au fait qu'ils n'appelaient que maintenant parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et j'ai pensé à ce que Walter m'avait dit dans cet aéroport il y a 5 ans. Ton père est un idiot. Et dans 5 ans, il suppliera pour obtenir ton pardon. Je vais vous envoyer un chèque, ai-je dit. 75 000, cela devrait couvrir l'opération et certains coûts de récupération. Ma mère a haleté. Ryan, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais te rembourser. Vous ne le rembourserez pas. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux rien de vous. Mais tu viendras sûrement nous rendre visite. Ton père voudrait te voir. Non. Le mot a plané dans l'air comme une porte qui claque. Non, ai-je répété. J'envoie l'argent parce que personne ne mérite de mourir par manque de soins médicaux.
Pas même quelqu'un qui a abandonné son enfant dans un pays étranger. Mais c'est là que ça s'arrête. Je ne veux pas le voir. Je ne veux plus avoir de vos nouvelles. Considérez ceci comme la transaction finale entre nous. Ma mère pleurait plus fort maintenant. Ryan, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Non, vous ne l'êtes pas. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous m'avez laissé à Rome. Sophie est ma famille maintenant. Ses parents, ses frères et sœurs, les gens qui ont vraiment été présents quand j'avais besoin d'eux. C'est ma famille. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, si vous voulez faire quelque chose pour moi, laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre ma vie sans vous dedans. C'est la seule chose que je veux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment après cet appel, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. J'avais imaginé ce moment tant de fois au fil des années. La confrontation, les excuses, la chance de leur dire exactement à quel point ils m'avaient blessé. Mais maintenant que c'était arrivé, je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas justifié. Je me sentais juste triste. Triste pour la famille que j'avais perdue. Triste pour les parents qui ne comprendraient jamais ce qu'ils avaient jeté. Triste pour le garçon qui avait pleuré dans un aéroport en croyant que sa vie était finie. Ce garçon était parti. Maintenant, à sa place, il y avait un homme qui avait construit quelque chose d'extraordinaire à partir des décombres de cette nuit-là. Une carrière, un mariage, une vie remplie de gens qui l'aimaient inconditionnellement. Walter avait eu raison, 5 ans à supplier le pardon. Mais certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Certaines blessures sont trop profondes. Certaines trahisons trop complètes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est y survivre et construire quelque chose de mieux de l'autre côté. J'ai envoyé le chèque le lendemain. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents. Walter est décédé paisiblement 2 ans plus tard dans son sommeil à l'âge de 74 ans. Il a laissé la majeure partie de sa succession à des œuvres caritatives, mais il m'a aussi laissé quelque chose. Une lettre manuscrite sur son papier à en-tête personnelle accompagnée d'une petite boîte en bois. Cher Ryan, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que j'ai finalement quitté cette enveloppe mortelle. Comme dirait Shakespeare, je veux que tu saches que te rencontrer dans cet aéroport a été l'un des grands privilèges de ma vie. J'ai vu en toi le même espoir désespéré que j'avais à ton âge, et je suis fier au-delà de toute mesure de l'homme que tu es devenu. Dans cette boîte se trouve la montre de mon père. Il me l'a donnée quand j'avais 18 ans, juste avant de disparaître de ma vie pour toujours. Je l'ai portée avec moi chaque jour depuis. Un rappel d'où je viens et de la distance que j'ai parcourue. Maintenant je te la donne. Pas parce que tu as besoin d'un rappel, mais parce que tu as gagné le droit de porter quelque chose vers l'avant. Passe-la un jour à quelqu'un qui en a besoin comme je te passe ma chance. Construis une belle vie, Ryan. Aime ta femme. Élève de bons enfants. Et ne laisse jamais, au grand jamais, quelqu'un te faire sentir petit à nouveau. Ton ami Walter. Je porte cette montre tous les jours maintenant. Elle n'est pas chic, pas chère, juste une vieille pièce d'horlogerie en argent qui appartenait à un homme que je n'ai jamais rencontré. Mais elle me rappelle Walter et le moment dans cet aéroport où un étranger a cru en moi avant que je ne croie en moi-même. Sophie et moi avons 2 enfants maintenant. Un garçon nommé Walter. D'après l'homme qui m'a sauvé, et une fille nommée Grace, d'après la qualité que j'ai essayé de cultiver en moi malgré tout. Je leur raconte des histoires sur leur grand-père, celui qu'ils ne rencontreront jamais, pas mon père biologique, qui est finalement décédé 3 ans après son opération, sans jamais avoir repris contact. Mais Walter, l'homme qui a été plus un père pour moi en 5 ans que David Torres ne l'a été en 19. C'était un étranger, leur dis-je, un parfait inconnu qui s'est assis à côté de moi quand j'étais au plus bas et m'a offert une chance. Il n'était pas obligé de le faire. Il a choisi de le faire. Et parce qu'il a choisi de le faire, vous êtes ici. Je suis ici. Tout ce que nous avons existe. Parce qu'une personne a décidé d'être gentille. Rencontrerons-nous des étrangers comme ça? Demande mon fils. Peut-être, dis-je. Mais plus important encore, j'espère que vous serez des étrangers comme ça pour quelqu'un d'autre. J'espère que vous verrez quelqu'un qui est perdu et effrayé et que vous lui tendrez la main. C'est l'héritage que Walter m'a laissé. Pas de l'argent, bien qu'il m'en ait laissé un peu aussi. Pas le succès, bien que son mentorat ait rendu cela possible.
L'héritage qu'il a laissé était la conviction que la gentillesse d'une personne peut tout changer. Qu'être abandonné ne signifie pas être seul. Que la famille n'est pas une question de sang, mais de qui est présent quand cela compte. J'avais 19 ans